Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Débat News. Comme chaque lundi à 20h15, nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière. Et bien sûr, l'actualité est bien riche la semaine dernière avec beaucoup de points d'interrogation sur la mort de Chokri Belaïd et bien sûr aussi sur le remaniement ministériel, un remaniement assez compliqué pour le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli. Et justement, pour en discuter, je reçois Monsieur Mohamed Demzem, membre de la direction nationale du Parti des travailleurs. Bienvenue. Merci. Je reçois aussi M. Zied El-Heni, journaliste et membre du bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens. Bienvenue à vous. Merci. Et je reçois M. Fawzi Chalfi, membre du bureau exécutif du parti El Massar. Bonsoir. Bonsoir et merci. Merci à vous. Alors, je vais commencer par M. Zied El-Heni. Quelles sont les nouveautés dans votre affaire déjà? Où est-ce qu'on en est? Eh bien, l'essentiel est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une enquête qui a été ouverte. Il y a des témoins qui ont été entendus, d'autres qui vont être appelés très prochainement donc, à faire leur déposition, car je remarque que malgré la gravité de certaines informations qui ont été données par plusieurs intervenants, mais la justice n'a pas bougé. Mais finalement, après ma déposition, on voit que la roue est en train de tourner. Monsieur Zilheni, pourquoi ces informations vous sont-elles arrivées à vous et pourquoi pas à quelqu'un d'autre? Je crois que la question ne se pose pas de cet angle. Ces informations sont graves et on a encore le son de Chokri Belaïd qui a été lâchement assassiné mercredi dernier. On a bien peur que les assassinats se poursuivront. Donc il faut faire de telle sorte à dévoiler les criminels, ceux qui sont derrière ce crime-là. Donc l'essentiel pour moi, c'est de vérifier la véracité de l'information que j'ai donnée, indépendamment de qui en est derrière. Alors justement, on va faire un petit flashback pour les téléspectateurs, ceux qui ne sont pas au courant de votre affaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand vous avez reçu des messages, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'enterrement du martyr Chokri Belaïd, un agent qui est présumé appartenant au ministère de l'Intérieur m'a soufflé quelques mots me demandant de tenir bon sur la piste du ministère de l'Intérieur dans cette affaire d'assassinat, en demandant plus d'informations. Assassinat politique. Assassinat politique, bien sûr. L'auteur est un politicien, mais... L'exécutant, on ne sait pas. Pour des motifs, c'est clair que les motifs les raisons sont des raisons politiques. Donc, de plus, il m'a informé que c'est le directeur général des services spéciaux qui est derrière cet assassinat-là, qu'il a formé un groupe de 20 jeunes nouveaux recrues, que ces jeunes-là ne sont pas immatriculés sur les registres du ministère de l'Intérieur, qu'ils se rassemblent quotidiennement devant donc cette direction et qu'un minibus vient les prendre pour s'entraîner donc sur les arts martiaux, essentiellement le taekwondo et sur le tir. Et la deuxième information, qui était aussi importante, c'est que ce directeur général des services spéciaux a établi une relation directe avec Rachid Ghannouchi, le leader d'Ennahda, qu'il va le voir donc, quotidiennement pour lui transmettre donc, les informations qu'il peut collecter dans son travail. Bien sûr, je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle d'accuser les gens. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je me suis présenté à Nesma, j'ai insisté à dire que je vais présenter une requête ouverte au procureur de la République pour qu'il ouvre une information judiciaire sur ces informations-là. Alors, j'arrive à vous. Juste une autre question. Pourquoi vous êtes parti à Nesma et vous n'êtes pas allé directement au ministère de l'Intérieur, comme l'a dit Ali Laraïf? Pourquoi avoir choisi Nesma? Écoutez, parce que c'est des informations assez graves que vous avez reçues. Écoutez,
le doute et le soupçon pèsent sur le ministère de l'Intérieur. Vous ne croyez pas quand même que je vais là où peut-être, je dis bien peut-être, se trouve le problème, donc je vais donner ces informations-là. Secondo-là, il ne m'était pas possible aussi d'aller à la justice pour la simple raison que je n'étais pas sûr que si je donnerais ces informations-là à la justice, sans que l'opinion publique soit au courant de ces informations-là, que je pouvais arriver sain et sauf à ma maison. La seule chose que je pouvais faire, c'est annoncer cette information-là au grand public, faire de la pression pour qu'une enquête soit ouverte. C'était le seul moyen de me protéger. Dieu merci, je suis toujours venu encore avec vous. Et Dieu merci aussi, l'enquête maintenant est en train de se faire. Monsieur Fawzi Charfi, quand vous entendez ces déclarations, enfin, est-ce que Ziad El-Henni annonce, quelle est votre réaction par rapport à ça, en tant que membre du bureau exécutif du parti El Massar? Moi, je crois que ce que vient de dire M. El-Henni traduit la crise de confiance qu'il y a actuellement dans les institutions publiques, dans les institutions comme les ministères régaliens importants, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Il y a une crise de confiance parce que ce sont des ministères qui ont pris une très mauvaise voie, qui est la voie de gestion partisane de ces ministères. On aspirait à avoir une police républicaine et une sécurité républicaine, et on se trouve finalement probablement face à des réseaux, face à une sorte d'administration parallèle. C'est très grave quand même. C'est très grave, notamment en matière de sécurité, parce que la sécurité doit être une. Il y a l'armée qui, heureusement, reste pour l'instant neutre et reste à l'abri, semble-t-il, en tout cas pour l'instant, de ce type de comportement, mais qu'il est certain que, parce qu'à sa tête, il y a aussi une personnalité indépendante et qui est dans la continuité du premier gouvernement de Béji Caïd Sebsi, et qu'actuellement, au niveau du ministère de l'Intérieur, malheureusement, il semble bien qu'il y ait une prise du pouvoir, mais une prise du pouvoir dans le mauvais sens du terme, et il est inconcevable et inacceptable qu'il y ait des réseaux parallèles ou une police parallèle, ou des choses qui se fassent au grand jour, des choses qui s'étudient et qui se trament et qui se décident en secret. Je crois que, honnêtement, Ziad a eu raison pour se protéger d'annoncer la chose, parce que maintenant, publiquement il se protège, ça c'est clair. Maintenant, cela fait que traduire vraiment la crise de confiance que toute la population a actuellement dans ces instances qui sont fondamentales. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous demandons qu'à partir du 6 février, nous considérons que le 6 février est une date absolument fondamentale dans l'histoire de ce que nous vivons actuellement, dans cette transition. Et que le 6 février, après le 6 février, rien ne sera plus comme avant, et qu'il est absolument indispensable qu'immédiatement... Une page s'est tournée. Une page s'est tournée, malheureusement, avec le départ de notre ami, de notre camarade, de notre martyr Chokri, qui a payé de sa vie son combat pour ses idées. Ça, c'est absolument insupportable. C'est encore insupportable. Nous sommes encore en deuil pour le départ de Chokri, mais ne serait-ce que pour nous battre pour ces idées, il ne faudra pas lâcher, et il faudra nous demandons, nous, Al-Massar, la neutralité, et que les ministres de ces deux gouvernements soient des ministres absolument non partisans, et que cette administration reprenne. On ne demande pas à avoir une administration qui était l'administration de Ben Ali, qui était une administration très forte, mais on demande quand même que ces agences de sécurité, que ce ministère de l'Intérieur travaille correctement. Mohamed Amzam, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation qui est quand même assez grave en Tunisie? Où est-ce qu'on va comme ça? Deuxième assassinat politique, on a eu Lotfi Nagd au début. Après, nous avons eu M. Chokri Blaïd, le martyr Chokri Blaïd, qui a été tué, assassiné de 6 balles, quand même. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur cet assassinat. Oui, c'est justement cette question que tous les citoyens se posent. Où va la Tunisie? La semaine dernière, elle a apporté des réponses malheureusement négatives. Tout le monde maintenant est d'accord que le pays passe par une crise très grave, une crise politique, une crise économique et sociale, et maintenant une crise sécuritaire. Face à cette crise, les pouvoirs en place n'ont pas réagi positivement. Cette crise ne date pas du 6 février. Elle a des racines très profondes dans la société tunisienne, mais aussi elle date de plusieurs semaines, sinon mois. Face à cette crise qui est allée crescendo, les pouvoirs en place, que ce soit la présidence de la République, le gouvernement provisoire, l'Assemblée constituante elle-même, n'a pas pris de mesures réelles, tangibles, pour protéger
premièrement, la sécurité des Tunisiens et surtout des activistes politiques, des journalistes, des artistes, et aussi pour prendre les mesures nécessaires pour alléger la situation sociale, la crise sociale. Je ne parle pas aussi du blocage, du quasi-blocage politique que vit la Tunisie. Cette situation-là est une situation très grave, très dangereuse pour le processus démocratique en Tunisie, mais aussi pour l'économie tunisienne et pour la sécurité du peuple tunisien. Nous croyons que face à cette crise, il nous faut un programme de crise et un gouvernement de crise. Et c'est cela même l'essence de la proposition, de l'initiative du Front populaire qui a appelé à l'organisation d'un congrès de salut national pour se mettre d'accord entre les forces politiques, les organisations civiles et sociales sur un programme pour faire face à cette crise, un programme politique, mais aussi économique et social et sécuritaire, et se mettre d'accord sur les instruments, dirais-je, pour la réalisation de ce programme dans un nouveau gouvernement de crise. Ouais, on va en revenir justement à ce gouvernement de technocrates. Monsieur Lehini, vous pensez qu'aujourd'hui, les armes sont en libre circulation en Tunisie? Il ne s'agit pas de répondre par je pense ou je ne pense pas. C'est un fait maintenant qui est connu par tout le monde. Il y a des armes qui circulent en Tunisie. Il y a des armes. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas un mois, un grand dépôt d'armes donc a été retrouvé dans la région de Mednine. Nous voyons presque les descentes qui se sont en train de se faire dans plusieurs quartiers et la saisie d'armes qui se fait suite à ces descentes-là. Le ministre de l'Intérieur lui-même, en intervenant dernièrement sur la première chaîne de télévision nationale, a dit qu'ils ne sont pas en train de déclarer toutes les informations qu'ils ont en leur possession et qu'ils sont en train de saisir beaucoup d'armes. Alors, on a vu aussi, on revient encore un petit peu sur la mort de M. Chokri Belaïd. Pourquoi on a tué Chokri Belaïd, on a assassiné Chokri Belaïd en particulier? Pourquoi lui, selon vous? Pourquoi lui et non pas Hamal Hamimi ou bien d'autres chefs de partis d'opposition qui sont aussi connus que Chokri Belaïd? Je crois que Chokri Belaïd était le plus engagé de tous dans le combat essentiellement contre Nahda. Il avait la voix la plus élevée et il avait donc une aptitude à communiquer facilement avec les gens et à faire parvenir ses messages. Chokri Belaïd défendait les pauvres, défendait les plus déshérités. C'est la raison pour laquelle c'était un personnage gênant, je dirais même très gênant, et en l'éliminant, non seulement se débarrasser d'un adversaire farouche, mais aussi on pouvait faire régner un climat de terreur dans le pays, de façon à ce que les autres peuvent donc avoir peur et se rétracter. De toute façon, on a vu aussi d'autres personnalités politiques qui ont reçu des menaces de mort, comme Sami El-Bettaïb, Hamal Hamimi, qui est en protection permanente, armée avec des personnes armées. Hossein Abessi aussi, qui a reçu des menaces. Certains disent que si on ne retrouve pas le ou les tueurs de Chokri Belaïd dans le pays va sombrer dans une criminalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que effectivement, les premiers responsables politiques sont menacés de mort, effectivement, et l'exécution de Chokri Belaïd est le témoin que nous sommes partis dans cette dérive. Maintenant, pour nous, il faut que tout le monde s'élève pour arrêter cette dérive. Qui est le premier responsable aujourd'hui de ce périple, de cette libre circulation des armes, de ces assassinats? Je pense que
c'est le laisser-aller du gouvernement qui est responsable de cette situation. Le laisser-aller du gouvernement parce que cette question d'armes a été soulevée il y a près d'un an. Il y a près d'un an, après la révolution libyenne, on avait prévenu qu'il y avait des armes qui circulaient, qui entraient en Tunisie. On a même parlé de stocks d'armes qui étaient dans des mosquées. On a parlé de circulation d'armes dans la frontière algérienne. Et puis, à chaque fois qu'on a prévenu notre camp, parce que Mohamed et moi, nous sommes du même camp. À chaque fois qu'on a prévenu de ces dérives-là, on nous a dit « mais ce n'est pas grave, c'est rien du tout, ce sont des petits faits, c'est factuel, c'est de la délinquance, on va régler tout ça, l'armée va régler tout ça ». Et en fait, il semble bien qu'il y ait quand même une organisation beaucoup plus large qu'une simple question de délinquance ou d'assassinat ciblé, mais qu'on peut très bien tomber dans une sorte d'international je ne sais pas, islamiste, en tout cas d'international. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Est-ce qu'on peut parler d'intimidation aujourd'hui? Ah, c'est plus que de l'intimidation. Là, on veut terroriser la population tunisienne. Et je crois que la population tunisienne a su sortir le 8 février. Des centaines de milliers de personnes qui sont sorties pour accompagner Chokri à sa dernière demeure ou qui sont sorties pour des marches symboliques dans tous les gouvernorats de la Tunisie ont dit non à la violence, non au terrorisme, Qu'est-ce que vous répondez? non à la peur et nous n'avons pas peur. Qu'est-ce que vous répondez au président de la République, Mansour El-Marzouk, qui est le président de la République provisoire, bien sûr, qui a déclaré à un journal français que la Tunisie a su absorber le choc de la mort de Chokri Blahid? Moi, je ne commenterai pas, franchement, je ne commenterai pas ces propos parce que je pense que le président de la République, le gouvernement sont responsables. On ne peut pas dire ce que nous sommes tous responsables. Il y a une tendance qui consiste à dire, Nahda dit tout le monde est responsable. Non. Il y a des gens qui sont aux affaires, il y a des gens qui sont au pouvoir, et c'est à eux d'assumer la sécurité de la population tunisienne. Je voudrais faire une petite précision. Mohamed Hamemi n'est pas protégé par des gens armés. C'est ce que nous, on l'a reçu comme... il est protégé par la garde présidentielle. Bah, ils sont armés quand même. Bon, je ne sais pas. S'ils ne sont pas armés, quel est le bénéfice d'être protégé alors? Dire qu'il est protégé par des personnes armées, ça prête à équivoque. Hein. Bon, d'accord. Alors, on a fait la précision. C'est la garde présidentielle qui protège Hosni El-Abessi et Hamel Hamimi. Oui. Très bien. Pour ce qui est de la responsabilité, nous avons parlé du responsable politique de cet assassinat. Le responsable criminel, c'est à la justice de le déterminer. Mais enfin, par rapport à la justice, Basma Khalfi, elle a menacé d'envoyer l'affaire de l'assassinat de son mari, Chokri Blahid, à un tribunal international. Elle a dit si nos tribunaux ne sont pas transparents concernant les méthodes. Je vais y arriver. D'accord. Concernant le responsable politique, nous considérons que, premièrement, le gouvernement provisoire, il est pleinement responsable. La Troïka, alors? Le gouvernement provisoire. Bah, la Troïka, alors, soyez clairs dans vos propos. Premièrement, le gouvernement provisoire en tant que gouvernement, en tant qu'autorité politique dans le pays. Il est Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il n'a pas... Vous êtes d'accord avec ça? Plus ou moins, oui. D'accord, allez-y. Parce que, comme l'a dit mon ami Sharfi, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les gens qui ont été sérieusement menacés de violence et de mort. Il faut dire que... Chokri Blahid avait refusé aussi une protection rapprochée. Les services de renseignement... n'ont pas bien joué leur rôle. Je crois qu'ils avaient quelques informations. Parce que le président Marzoukhi, il a dit une fois à Hamel Hamemi de transmettre un message à Chokri Blahid qu'il est sérieusement menacé et visé. Donc, je crois que les services de l'État sont au courant qu'il y avait des menaces, mais aussi que ces menaces étaient sérieuses. Cela premièrement. Deuxièmement, nous considérons aussi que la Troïka au pouvoir, essentiellement le parti Nahda, est responsable aussi politiquement. Parce que le discours je n'oserais pas dire terroriste. De la haine. Voilà, le discours de la haine. Il a été plusieurs fois
des membres et des dirigeants du parti Nahda ont plusieurs fois tenu un discours de haine, que ce soit dans les mosquées, dans la rue, dans l'Assemblée nationale constituante elle-même. On a vu que plusieurs hauts responsables du parti au pouvoir... On a vu des imams prêcher... Aussi des imams proches à Nahda. Face à ce discours, Nahda a toujours tenu un discours de banalisation, de justification. Nous croyons que Nahda, par sa politique, par son discours, par ses agissements en tant que parti au pouvoir, et aussi en tant que mouvance politique dans la rue tunisienne, a établi un climat de haine, un climat très favorable à cette violence. Monsieur Leheni, vous êtes plus ou moins d'accord. Pourquoi plus ou moins? Eh bien, tout simplement parce que je crois que le premier responsable, c'est le climat dont vient Mohamed Mzem d'en parler maintenant. C'est ce climat de haine qui a favorisé, parce que l'assassinat de Chokri Belaïd est un résultat. D'accord? Donc la cause essentielle réside donc dans ce climat de haine. C'est la raison pour laquelle je crois que les premiers responsables, donc qui ont le sang de Chokri Belaïd sur les mains, sont ceux qui incitaient, les dirigeants qui ont incité à la haine, qui ont incité à la division entre les Tunisiens. Puis je parle du gouvernement, mais lorsque je parle du gouvernement, donc je parlerai essentiellement de deux ministères, de deux cabinets, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires religieuses. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit plus ou moins, parce que j'ai voulu être plus précis dans ma réponse. Très bien. Monsieur Fawzi Charfi, vous voulez prendre la parole tout à l'heure. Non, c'était simplement pour dire que, comme viennent de dire mes amis, il y a eu une banalisation de la violence. D'accord. Il y a eu une banalisation. Je ne dis pas que le gouvernement a incité à la violence, mais le fait de ne pas avoir arrêté les incitations à la violence, de ne pas avoir condamné les incitations à la violence. On a vu ces incitations à la violence dans tous les lieux publics et privés. Lieux publics, Assemblée nationale constituante, débats publics, dans les mosquées. Chokri Belaïd a été menacé de mort par certains imams. Il suffisait de faire appliquer la loi, d'appeler ces gens-là, de les interroger, de leur dire « vous avez appelé à tuer quelqu'un, vous tombez sous le coup de la loi ». Ça n'a pas été fait. Donc la non-application de la loi est considérée par ces gens-là comme un encouragement. Alors, on peut très bien me dire, à chaque fois qu'on se dit ces gens-là dépassent le secteur de la loi ou le cadre légal, on nous répond, mais ce sont des Tunisiens, il faut faire avec, il faut s'en accommoder, c'est des gens qui ont été brimés avant, il faut que en démocratie, tous les modes d'expression sont acceptables. Non, en démocratie, il y a des lois, il y a des règles, il faut accepter, et on demande que la loi soit appliquée. C'est parce que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice n'ont pas appliqué la loi et que le ministère des Affaires religieuses, qui est tout aussi important que ces deux ministères-là dans le laisser-aller, puisque le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires religieuses lui-même reconnaît qu'il y a 200 ou 300 mosquées qui ne contrôlent pas. Je me demande à quoi sert ce ministère. Maintenant, on sait que ce ministre était l'imam de la mosquée Al-Fatah. C'est l'imam salafiste de la mosquée Al-Fatah. Donc, je crois qu'on finit par tourner en rond et ce qui compte maintenant, il faut arrêter tout ça. Il ne s'agit pas qu'il y ait un deuxième Chokri Belaïd ou un deuxième Lotfi Naqb. Chokri Belaïd était vraiment une exécution. C'est insupportable. Il ne faut pas qu'il y ait une deuxième. Il y a beaucoup d'éléments assez bizarres, beaucoup de points d'interrogation sur la mort de Chokri Belaïd. On a vu que le gardien de l'immeuble a été changé une semaine avant la mort de Chokri Belaïd. On a vu qu'il y avait une coupure d'électricité aussi, qui sont déjà au ministère de l'Intérieur pour interrogatoire. On a vu que la compagnie d'ambulance s'est installée dans l'immeuble de Chokri Belaïd un mois avant sa mort au 7e étage. C'est tout de même des choses assez bizarres quand même au niveau de cette mort, de cet assassinat. Je ne sais pas. Moi, à titre personnel, je vous dirais que ça, c'est l'enquête de police, c'est l'enquête judiciaire qui Ali Laraïf, le ministre de l'Intérieur, il a dit qu'il avait des infos sur les assassins de Chokri Belaïd. Pourquoi il ne se retrouve pas devant l'injustice aujourd'hui ?
je C'est ce qu'il a déclaré, Fil Watana. Il a dit qu'ils avaient des infos sur les tueurs. Ils avaient même 80 ou 90% d'informations sur les assassins de Chokri Belaïd. Mais c'est très bien de le dire. Mais... Moi, ce que je leur demande, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour découvrir les exécutants. Mais derrière les exécutants, il y a les ordonnateurs. Et ce sont deux étapes qui sont nécessaires. Et tant on ne lâchera pas, le camp démocratique ne lâchera pas, tant que cette vérité ne sera pas découverte. Oui, je suis du même avis. Dans cet assassinat, vraiment, il y a un exécutant et il y a derrière lui peut-être toute une organisation de cette sale besogne. Plusieurs éléments concordent pour dire que cette exécution a été programmée et presque professionnellement programmée. C'est pour cela que les avocats de la famille de Chokri Belaïd n'ont pas beaucoup de confiance dans la brigade criminelle qui a été chargée par le juge d'instruction pour procéder à l'enquête. Nous n'avons pas de confiance dans cet appareil sécuritaire. Premièrement, parce qu'aucune réforme n'a été faite au sein même du ministère de l'Intérieur, malgré que c'était une revendication non seulement des forces démocratiques, mais aussi de la révolution du peuple tunisien. Et secondo, parce que ce ministère, il est tenu par un dirigeant de Nahdha. Ce ministère n'est pas indépendant et autonome. Secondo, le ministère de la Justice aussi. Il n'a pas été réformé. Et aussi, il est tenu par un autre dirigeant de Nahdha. Donc, pour les avocats, il faut dire qu'il y a plus que 100 avocats chargés par la famille de Chokri Belaïd, par l'Ordre national des avocats et par le Front populaire. Ils ont déclaré ne pas avoir confiance dans la brigade criminelle chargée d'enquêter sur le sujet et aussi dans le ministère de la Justice. Monsieur Zied Lheni, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un gouvernement de technocrates? Est-ce que vous appuyez la décision de Hamadi Jbeli? C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour sauver la Tunisie? Personnellement, je l'appuie. Bien sûr, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la proposition faite par le Front populaire, c'est-à-dire l'organisation d'une conférence nationale de salut et d'un gouvernement de crise. Je ne suis pas sûr qu'on a assez de temps pour opter vers cette formule-là, qui nécessite beaucoup de préparation. Si on veut vraiment aboutir donc, à des résultats concrets, donc dans ce cas, peut-être que l'idée d'avoir un gouvernement de technocrates qui va gérer ces quelques mois et préparer donc les prochaines élections serait peut-être donc une proposition. Elle n'est pas excellente, je suis tout à fait d'accord, mais parmi les autres options, elle serait peut-être la meilleure. La meilleure. Oui. Monsieur Fawzi Chalfi, quelle est votre réaction par rapport aux déclarations à Marianne de Abdel Fattah Mouro disant que Rachid Ghannouchi doit complètement partir de Nahdha, que Nahdha doit lâcher le pouvoir et laisser quelqu'un d'autre à la place? On voit que Nahdha se divise en deux aujourd'hui. Bon, je crois que Abdel Fattah Mouro nous a habitués à souffler le chaud et le froid. Donc, on a toujours des déclarations et ensuite, on va nous dire que ces déclarations étaient incomplètes, pas remises dans leur contexte, elles ont été plus ou moins biaisées. Bon, je crois qu'il y a des débats à l'intérieur de Nahdha, comme à l'intérieur de tous les partis politiques. Il y a des débats. Nahdha a toujours montré une façade, une unité de façade, mais il y a des grands débats à l'intérieur et il faudrait peut-être, c'est peut-être le moment d'essayer d'encourager, s'il y a des courants modérés, à ce qu'ils s'installent. Pas qu'ils s'installent, mais
qu'il s'insurge contre la direction actuelle qui nous entraîne dans une démarche très dure, d'un islam très dur, qui ne correspond pas du tout ni à nos habitudes, ni à nos traditions, ni à notre islam modéré. Et je crois que c'est des problèmes internes à Nahda, et Nahda, il n'est pas loin probablement de l'implosion. Mais je crois que, pour revenir à l'histoire du gouvernement, je crois qu'actuellement, on est tous d'accord sur le fait que le pays ne peut plus être gouverné de cette façon-là. Cette façon de gouverner, cette alliance stratégique extraordinaire islamo-progressiste qui avait été présentée comme étant un modèle pouvant être répandu dans tous les pays du printemps arabe. Selon Mossouf Mazour, qui est le parti Nahda, c'est pas un parti islamiste, hein, c'est un parti conservateur. C'est avéré un échec. Je crois que cette expérience est un échec. Il faut en tirer les conséquences et très vite, parce que la situation politique est mauvaise, la situation économique n'est pas bonne du tout, la situation sociale qui va avec l'économie, avec l'investissement, avec la confiance. Et je crois qu'il y a deux éléments, un premier élément à rétablir immédiatement, c'est la sécurité. Il faut que tout Tunisien puisse rentrer, sortir en se sentant en sécurité. Les gens ne sortent plus le soir. L'autre jour, j'entendais un acteur qui disait qu'il présentait un spectacle la semaine dernière. Je crois que tous les billets, toutes les places avaient été vendues et la salle était remplie à 20%. Donc les gens ont acheté les billets, ils n'y sont pas allés. C'était la semaine de l'assassinat de Chokri. Bon, je crois qu'il est indispensable. Premier axe, c'est rétablir la sécurité, c'est indispensable. Et il faut deuxièmement redonner confiance aux gens et dire qu'on a compris le message. Si on n'a pas compris ce message de la perte et de cet homme qui a perdu sa vie pour ses idées, et on va avoir un martyr et on va avoir perdu. Je crois qu'il est indispensable maintenant de revenir. Alors, gouvernement de compétences nationales indépendantes non partisanes, nous on l'a demandé après le 23 octobre 2011. On l'a demandé il y a plus d'un an et demi. Ça n'a pas été entendu. Le résultat est là. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de regarder en avant et d'avancer. Comment est-ce qu'on peut gérer cette période de transition? On voudrait que cette période de transition ne dure pas longtemps. Donc on voudrait qu'elle se termine, comme s'est terminée la première période. Là, on n'en voit pas la fin, là. Hein. On n'en voit pas la fin parce que nous avons une loi qui a été votée sur l'ISI et l'ISI n'est toujours pas opérationnelle. Or, c'est l'instance supérieure d'indépendance des élections qui va donner, a priori, une date approximative d'élection qui sera validée par l'Assemblée nationale constituante à qui revient la légalité. Mais cette légalité dont on parle aussi, il faudra qu'on en discute parce que c'est une légalité qui est fortement touchée maintenant, qui est fortement remise en question. Monsieur Mzem, qu'est-ce que vous en pensez quand le chef du parti Ennahda Tounes, Béchir Caïd Sebsi, demande la dissolution de l'Assemblée nationale constituante? Est-ce que vous êtes pour cette dissolution aujourd'hui? Nous avons déclaré notre position qui n'était pas pour la dissolution de l'ANC. Mais néanmoins, il faut dire que effectivement la légitimité de cette Assemblée, elle est en question. Elle est remise en question. Elle est du moins affaiblie. Premièrement parce qu'elle n'a pas joué pleinement son rôle. Il ne faut pas oublier que le premier rôle de cette Assemblée, c'est d'écrire une constitution. Chose qui n'a pas été faite après plus que 15 mois de son élection. Secondo, parce qu'elle n'a pas rempli son rôle de plus haute instance politique du pays, qui devrait être responsable de toutes les affaires politiques, économiques, sociales du pays. Donc, la légitimité et l'efficacité même de cette Assemblée a été très affaiblie, que ce soit pour les forces politiques, mais aussi pour les citoyennes et citoyens tunisiens. Donc, nous n'avons pas appelé à la dissolution de cette Assemblée, mais nous avons appelé à renforcer cette légitimité par un accord entre tous les acteurs politiques et sociaux en Tunisie sur un programme commun de salut national. Nous croyons que le problème n'est pas seulement un problème de gouvernement, mais aussi un problème de gouvernance et un problème de programme, de feuille de route. Nous croyons que la Tunisie a vraiment besoin de mettre tous ces acteurs politiques et sociaux en accord sur plusieurs questions. Premièrement, sur la question politique, la nature de la Constitution,
la nature du régime politique, les instances constitutionnelles, les instances indépendantes, que ce soit pour l'information, pour la justice et tout ça. Il faut aussi mettre tous ces acteurs d'accord pour une feuille de route qui nous amènerait aux prochaines élections. La date de ces élections, la loi électorale, l'ISI et tout cela. Aussi, nous croyons qu'il faut nous mettre d'accord sur des mesures urgentes pour alléger la crise économique et sociale. Nous croyons que si ces acteurs politiques ne se mettent pas d'accord sur ces points essentiels, même la formation d'un nouveau gouvernement n'apportera pas beaucoup de solutions à la crise actuelle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si un gouvernement de technocrates est mis en place par Hamadi Jebeli, vu que Rachid Ghannouchi et le parti Ennahda sont totalement contre un gouvernement technocrate, est-ce qu'il y aura des bâtons dans les roues de la part du parti Ennahda? Ennahda totalement contre, je ne suis pas aussi sûr. En tout cas, la majorité. La majorité. La majeure partie peut-être, du parti, bien sûr. Oui. Mais bien sûr, je dis qu'ils vont mettre les bâtons dans les roues. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a en contrepartie donc des forces vives de ce pays-là qui s'engagent dans une action pour justement réussir cette alternative. Aujourd'hui, quand on regarde Ziad El-Henni, le journaliste, est-ce que vous avez peur d'être assassiné comme Chokri Blaïd au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment des menaces de mort contre vous? Bon, écoutez, il faut dire d'abord que la peur est un sentiment naturel chez tout humain. Mais il y a ceux qui savent maîtriser leur peur et ceux qui ne le savent pas. Personnellement, je suis donc, ou j'espère être des premiers, c'est-à-dire de ceux qui savent maîtriser leur peur. Et donc je n'oublie pas de mentionner ici que je suis un officier de réserve à l'armée nationale, à l'infanterie, donc à l'infanterie mécanisée. Et heureusement pour moi, j'ai eu une formation qui m'a appris à traiter avec la vie et la réalité d'un certain angle qui favorise donc le sens du devoir et qui met sa vie au service de la cause nationale. De toute façon, on va revenir au remaniement ministériel, enfin au gouvernement technocrate. Il y a une autre affaire qui a éclaté sur les réseaux sociaux la semaine dernière, qui a fait le tour des réseaux sociaux, c'est justement le frère de Nordine Lebhiri, qui, on l'a vu, en train de faire des choses assez malsaines. C'est une vidéo qui a tourné. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais par contre, la question ne se pose pas. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que le frère de Nordine Lebhiri a été libéré avec la grâce présidentielle? Écoutez, le frère de Nordine Lebhiri est un citoyen tunisien. D'ailleurs, il y a une loi à respecter. Qui a été condamné quand même pour des faits très graves. S'il a le droit d'être gracié, c'est son plein droit. Et ce n'est pas parce qu'il est le frère de Nordine Lebhiri qu'il sera privé de ce droit-là. S'il n'a pas le droit d'être gracié, c'est quelque chose qu'on dénonce indépendamment du fait qu'il soit le frère de Nordine Lebhiri ou non. Vous savez très bien que l'erreur ou la faute ou le crime, c'est quelque chose qui est personnel et c'est seulement la personne donc, qui a commis le crime qui doit être incriminé pour son acte. Et je m'arrête là. Monsieur Fawzi Charki. Non, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il faut traiter chaque citoyen comme un citoyen à part entière, avec ses devoirs et ses obligations. Moi, je ne connais pas l'authenticité de la vidéo, mais pourquoi sortir cette vidéo après Moi, je resterai dans le cadre de la loi. Ce monsieur-là a fait des choses contraires à la loi, la justice l'a condamné, il s'est acquitté de sa peine. Si c'est son droit d'être gracié, il a le droit d'être gracié, et il ne peut pas ne pas être gracié parce que c'est le frère du ministre de la Justice actuel. Maintenant, il ne faut pas que cette grâce soit le fait de la présence de son frère au gouvernement. Alors, je crois qu'il ne faut pas trop rentrer dans ces tergiversations. Faisons confiance encore à la justice, parce qu'il faut quand même encore faire confiance à la justice. Est-ce que vous pensez qu'on a une justice indépendante au jour d'aujourd'hui? En tout cas, elle n'a pas montré qu'elle était indépendante.
Jusqu'à présent, elle n'a pas montré qu'elle était indépendante. Mais j'ose. Est-ce que vous êtes d'accord que les Tunisiens n'ont plus confiance en notre justice? Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait une crise de confiance énorme. J'ai commencé mes propos en disant qu'il y avait une crise de confiance énorme dans le ministère de l'Intérieur et dans la justice. Et ce sont deux institutions fondamentales dans l'équilibre social d'un pays. Pour revenir juste 2 minutes sur le gouvernement, je crois que à partir du moment où on a fait le constat d'échec, et même le chef du gouvernement l'a fait dans la lettre qu'il a adressée aux différents chefs de parti. Il a fait le constat de l'échec. Évidemment, il fait porter l'échec à tout le monde, gouvernants et opposition. Alors que normalement, ça devrait être le gouvernant ou le gouvernement actuel qui devrait être responsable de l'échec. Maintenant, qu'on s'entende sur la façon de faire dans la période à venir. Nous Al-Massa, nous considérons que cette période ne doit pas durer longtemps. Donc il faudrait que d'ici à la fin de l'année, on puisse faire des élections. Cette période, plus elle va durer, plus elle va risquer de faire rentrer le pays dans des instabilités qu'on ne pourra pas forcément contrôler. Et on commence à les voir, ces instabilités. Est-ce que vous avez peur qu'on rentre dans un conflit comme au Mali? C'est trop dire. On peut rentrer comme un conflit comme il y en a eu en Algérie il y a 20 ans. C'est encore plus grave alors. Oui, c'est très grave. Oui. Quand on dit que c'est grave, c'est parce que tout le monde dit que c'est grave, on n'apporte pas de solution. Je crois qu'il faut s'attacher aux solutions. Les solutions, ça serait, dans un premier temps, de séparer l'action du gouvernement et l'action de l'Assemblée nationale constituante. On est en train de nous occuper du gouvernement, ou de nous occuper avec un remaniement qui a duré comme une sorte de feuilleton. Est-ce que ça serait aussi de séparer religion et politique? Ah, ça, on l'a toujours demandé, mais ça c'est déjà autre chose. Séparer religion et politique, on l'a demandé dans notre programme électoral, on l'a demandé, tout le monde le demande. Bon, ça se voit bien qu'il y a un parti majoritaire qui, avec quelques petits partis satellites, veut absolument intégrer. Et c'est un des problèmes qui se pose actuellement, et c'est une des bases des conflits de l'écriture, de la rédaction de la Constitution actuelle. Puisqu'on accepte l'article 1 et ensuite, par l'article 149, on revient quasiment pour donner un article qui annulerait quasiment tous les acquis de l'article 1 de la Constitution. Je crois qu'il faut séparer l'action gouvernementale et l'action de l'Assemblée nationale constituante. Cette Assemblée nationale constituante, qui est le fondement de la période actuelle, doit revenir à sa mission essentielle, la rédaction du Destour, et à notre avis, ça ne doit pas dépasser 3 mois. En 3 mois, ce Destour doit être réglé. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, mettre en place très rapidement l'ISI. Ça fait 2 mois que cette instance que la loi qui régit le fonctionnement de cette instance a été votée. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas encore élu les membres du bureau national de l'ISI. Et quand on sait qu'une fois que cette ISI sera constituée, il faut 6 à 8 mois pour faire des élections, ça vous donne déjà, on peut faire un rétro-planning et avoir le timing. Dernière chose, c'est qu'il est indispensable que ce gouvernement puisse prendre des mesures urgentes. Des mesures urgentes. Est-ce qu'il en est capable? De rétablissement. L'actuel, non. L'actuel, non. D'accord? L'actuel, non. Et c'est pour ça que l'idée ou l'initiative du chef du gouvernement qui consistait à dire « je me débarrasse de tout ce qui est partisan ou esprit partisan et je rentre avec des gens qui connaissent indépendants des partis et qui ont une capacité de gérer rapidement ces problèmes-là », nous avons appuyé. Mais on ne peut pas appuyer ce gouvernement... Lui fait partie d'un parti quand même. On a appuyé ce gouvernement avec des conditions. On a adressé dans notre réponse au chef du gouvernement un mémorandum dans lequel il y a toute une liste il y a une mesure sécuritaire, la dissolution des comités de protection de la Révolution, prendre des mesures urgentes sur le plan socio-économique, comme arrêter la hausse des prix, maîtriser rapidement cette inflation, régler le problème des finances, parce qu'on est en train d'emprunter maintenant pour le fonctionnement et non plus pour l'investissement. Et ça, c'est très mauvais parce que le FMI n'est pas loin et les plans de redressement du FMI ne seront pas loin. Donc on a un mauvais souvenir de cette expérience. Je crois que maintenant, il est temps que chacun prenne des responsabilités. Si le CPR et NAD veulent continuer à gouverner uniquement sur le mode partisan, Takat s'en est démarqué et je salue cette démarcation. Aujourd'hui, Mohamed Mzem, qu'est-ce que ce gouvernement a fait de bien finalement? Parce qu'on est en train de toujours lui dire il a fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il a fait de bien alors finalement? Bon, rien, je crois. Ce n'est pas moi qui... Enfin, je ne sais pas, je pose la question à tout le monde. C'est le chef du Qu'est-ce que ce gouvernement a fait de bien finalement? Et y a-t-il quelque chose de positif?
On aurait souhaité d'abord qu'il y ait un membre de la Troïka qui ils ont soit là refusé pour venir déjà sur ce plateau. essayer de défendre notre avis. D'habitude, quand il y a des ministres, ils avancent des chiffres. Et ils jouent sur ces chiffres-là, ils avancent un taux de croissance de 3, et je crois que... On peut même parler de 5,3. Oui, bon, avec des acrobaties, oui. Mais je crois qu'ils jouent sur les chiffres, parce que sortir d'une année 2011 qui a été, dirais-je, catastrophique sur le plan économique, la crise du lait, etc. Une avancée mineure en 2012 apporterait un élan dans ce taux de croissance. Il parle de 100 000 nouveaux emplois, que je crois un chiffre totalement exagéré. C'est imaginaire. Et aussi, je crois que ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de politique générale, de politique économique et sociale. Il faut, parce que les chiffres que voient les Tunisiens, ce ne sont pas ces indicateurs-là. Le Tunisien et la Tunisienne voient les prix de son couffin, voilà, qui augmente. Voilà, qui augmente d'une façon phénoménale. C'est pour cela que nous avons insisté. On a vu aussi l'essence qui a augmenté en deux fois en une période de 3-4 mois, je pense. Voilà. Encore une fois. Nous avons insisté au Front populaire pour que le nouveau gouvernement prenne des mesures d'urgence sur le plan économique et social. Nous avons appelé au gel de l'augmentation des prix. Et nous avons entendu hier que l'Organisation pour la défense du consommateur a appelé à la même mesure. Nous avons appelé à la suspension du paiement de la dette extérieure. Un de nos camarades, qui est Fathi Chemri, est allé à l'Assemblée, au Parlement européen, défendre cette cause, et nous avons des échos très favorables à cette revendication. Bref, nous appelons nous appelons le nouveau gouvernement voilà. De technocrates. Non, je vais y arriver. D'accord. À ce qu'ils prennent des mesures urgentes pour alléger la situation sociale et économique du Tunisien. Nous croyons que ce nouveau gouvernement ne peut pas être la continuation de l'ancien. Nous considérons que M. Hamadi Jebeli est lui aussi responsable de l'échec de son gouvernement. Il ne faut pas oublier que c'est le chef du gouvernement qui trace la politique générale de son gouvernement et qui en est responsable devant l'Assemblée constituante, mais aussi devant le peuple tunisien. Moi, il y a quand même des choses qui me troublent quand même. Parce que si on prend la situation de la Tunisie et qu'on la place dans un autre pays démocratique en Europe, je pense que le tiers de ce qu'a fait ce gouvernement, ils auraient démissionné tous d'un coup. Je fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais c'est une impression que j'ai. C'est clair, je crois que vous avez parfaitement raison. Je crois que, d'abord, moi je dirais que Nahda, j'arrive. Le CPR et... Oui, excusez-moi. Non, mais j'arrive. J'essaie de comprendre aussi. Si mes souvenirs Parce qu'on est quand même des journalistes et des hommes de médias et tout, mais on est aussi citoyens et êtres humains. Donc on panique un peu pour notre pays aussi. Moi, je poserais la question, ces trois partis qui sont actuellement au pouvoir sont rentrés aux élections avec des programmes sociaux et économiques. Qu'ont-ils réalisé de leurs programmes? Rien. Ce qu'on a vu depuis 1 an et demi, c'est une soif de pouvoir. C'est des gens, excusez-moi le terme, mais des assoiffés du pouvoir et qui sont arrivés et qui ont pris leur marque, qui se sont étalés. Ne serait-ce que pour l'anecdote, mais ça serait une anecdote si on n'était pas dans la situation gravissime dans laquelle nous nous trouvons. On a quasiment 70 à 80 ministres. On ne sait même plus le nombre exact. Ou de gens qui sont attachés ou qui sont conseillers avec rang de ministre, rang de secrétaire d'État. Donc le budget déjà de fonctionnement étatique, au lieu d'être un budget de crise, soit un gouvernement de combat, et s'est transformé en un gouvernement de gens qui prennent leurs aises et qui sont là pour occuper des postes. Et surtout, le nombre de nominations, le nombre phénoménal de nominations que Nahda a faites, pendant cette année. Nahda a changé quasiment 700 juges sur 1800 juges. C'est énorme.
C'est énorme, c'est le tiers du corps de la magistrature. Le nombre de nominations, poser des questions, on a des gens qui viennent nous le dire dans l'administration tunisienne, les directeurs généraux, les directeurs centraux sont en train d'être changés progressivement. Et je pense même que, même s'il y avait des ministres, qu'on appelle technocrates, entre guillemets, qui viendraient gouverner demain, mais ils vont trouver une administration minée. Ils vont trouver une administration complètement occupée par des gens qui sont de la Troïka actuelle, en tout cas surtout du parti Ennahda. Et si ces ministres-là n'ont pas la latitude de pouvoir réviser ces nominations, on ne leur a rien fait. Monsieur Zied, alors aujourd'hui, est-ce que les médias ils ont une part de responsabilité dans la situation actuelle du pays, selon vous? Bon, ça dépend de quel angle on va traiter la question. Personnellement, je crois que les médias sont en train, d'une façon générale, jouer pleinement leur rôle, à savoir informer. À ce que si ça va plaire ou ça ne va pas plaire aux différents acteurs, ça c'est un autre problème. L'essentiel pour nous, est-ce qu'on est en train de jouer notre jeu ou notre rôle comme il se doit? Sommes-nous en train de respecter donc notre déontologie? Sommes-nous en train de travailler dans les règles de l'art? C'est la question que je m'en pose. N'empêche que je vois qu'il y a encore des dérives, non seulement dans les médias audiovisuels, mais essentiellement dans les journaux, dans la presse écrite. Et c'est la raison pour laquelle nous nous attachons plus que jamais à ce que les décrets-lois 115 sur la liberté de la presse et 116 sur l'audiovisuel soient activés, à ce que cette fameuse AICA, cette haute instance de communication audiovisuelle, soit créée. C'est une instance de régulation. On a besoin de son rôle maintenant, plus que jamais, et on a besoin qu'elle intervienne dans la nomination. Pourquoi on n'a pas essayé justement? Pourquoi on n'a pas... Parce que le président de la République, le président donc provisoire, n'a pas voulu exercer ses prérogatives, parce que l'article 47 du décret-loi 116 stipule qu'il revient au président de la République, en consultation avec la haute instance de la réforme de la presse, présidée par Si Kamel Labidi, donc de former la direction de cette AICA. Le président de la République, au lieu donc d'exercer ses prérogatives, a transmis le dossier à la Troïka. Et maintenant, c'est une commission de la Troïka qui a le dossier entre les mains. Et vu les divergences entre les différentes parties de la Troïka et la même mise que certains essaient de faire sur cette instance-là aux dépens d'autres, c'est ce qui a retardé donc l'annonce de la création de cette AICA. Monsieur Zied Leheni, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est dans une situation pire que l'ancien régime? Non, pire, non. Nous sommes dans une situation difficile, c'est vrai. D'accord? Nous courons beaucoup de risques, c'est vrai. N'empêche que nous avons beaucoup d'espoir. La Tunisie maintenant est ouverte à un changement réel. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de travailler et de faire de telle sorte que ce changement-là se fasse dans la bonne voie, dans une voie progressiste, dans une voie qui défend les libertés, qui défend l'instauration d'un État de droit, d'un État moderne, d'un État où la citoyenneté est respectée et où la légitimité revienne au peuple. Je reviens vers vous, M. Fawzi. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas assez confiance aux partis au pouvoir. Je fais un peu l'avocat du diable. Peut-être qu'il y a eu trop de demandes du peuple d'un coup dès la prise de pouvoir de la Troïka. Vous ne pensez pas que ça a joué aussi un rôle sur c'est les partis au pouvoir ou les partis politiques en général? Je parle de la Troïka. Oui. Beaucoup disent, la population, on a vu des partis politiques, et même Hamad Jbeli a cité l'échec de la Troïka. Mais n'est-ce pas aussi une demande forte de la population des demandes sociales, de l'emploi, etc. Il y a eu trop de demandes d'un coup. C'est vrai. Vous ne pensez pas que ça a retardé justement Mais attendez, cette révolution, la base de cette révolution a été quand même sociale.
les gens sont... le bassin minier, c'est une révolte sociale. Donc les causes étaient sociales et économiques. Et je crois que ce gouvernement n'a pas su apporter les réponses adéquates à la crise sociale et économique qui était à l'origine de cette révolution. Alors, je crois que cette révolution nous a apporté une chose fondamentale, qui est la liberté d'expression. La liberté d'expression, la preuve, Ziad peut s'exprimer, nous pouvons nous exprimer, vous pouvez nous recevoir. Et je crois que mais c'est la seule chose de positive que je vois. C'est une chose très importante. Mais il y a d'autres choses. Et je crois que on peut dire que on a entendu des gens dire que c'était mieux sous l'Ancien Régime. Non, ça ne peut pas être mieux sous l'Ancien Régime. Quand on a sa liberté, rien ne vaut la liberté qu'on a. Ça, c'est clair. Mais il est certain qu'actuellement, la liberté ne suffit pas à remplir le couffin de la ménagère. Donc, il faut absolument qu'à côté de cette liberté, il y ait une réponse économique à des soucis sociaux et économiques des citoyens. Aujourd'hui, sincèrement. Et là, ce qu'on observe actuellement, on avait une classe moyenne qui faisait un peu la fierté de la Tunisie d'il y a une vingtaine d'années, qui est en train de s'appauvrir. Aujourd'hui, M. Fawzi, sincèrement, on ne va pas dire à court terme, mais on va dire à moyen terme, vous pensez que la Tunisie pourra s'en sortir ou pas? Ah, j'en suis convaincu. C'est pas qu'elle pourra, il faudra. Il faudra, il n'y a pas on pourra, il faudra le faire. On a l'impression que l'opposition quand même se détache. On a vu que... Mais on va le faire. Je vous dis, cette révolution n'a pas été faite par Nahda, cette révolution n'a pas été faite par les partis politiques, cette révolution n'a pas été faite sur une idéologie. Ce sont des gens qui spontanément sont sortis dans la rue pour dire qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre de manquer de liberté, ils en avaient marre de ne plus pouvoir, d'être des diplômés chômeurs, de ne plus trouver de chance. Et c'est le désespoir qui a poussé les gens à sortir. Et ce gouvernement n'a pas répondu, n'a pas donné l'espérance suffisante pour rétablir un peu la confiance chez les gens, mais on va y arriver. Il faut y arriver. Mohamed Zemzem, une question. Vous appartenez donc à l'opposition. Est-ce que vous pensez que la gauche aujourd'hui elle est capable de gouverner la Tunisie? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut dire que la gauche tunisienne, les racines de la gauche tunisienne remontent à presque un siècle. La gauche tunisienne, elle existe depuis les débuts du siècle dernier. La gauche tunisienne, elle compte parmi ses rangs plusieurs cadres, plusieurs compétences dans tous les domaines. La gauche tunisienne, elle a accompagné toutes les luttes du peuple tunisien pour la liberté, pour la dignité, pour la justice sociale. La gauche tunisienne, elle a payé le prix fort pour sa lutte pour la liberté du peuple tunisien. Tous ces éléments donnent à la gauche la légitimité de gouverner. La gauche aussi a un programme politique démocratique authentique, mais aussi elle a un programme économique et social. Il ne faut pas oublier, comme l'a précisé Sifawzi, que cette révolution tunisienne elle a comme revendication essentielle l'emploi. Voilà, l'emploi, la justice sociale, les points économiques et sociaux. Et nous avons constaté durant cette année de gouvernement de la Troïka... Un peu plus qu'un an quand même. Oui, que non seulement ils n'ont pas apporté de solutions ou de réponses à ces revendications-là, mais pire encore, ils ont continué sur les mêmes politiques économiques ultra-libérales qui ont causé ces problèmes Alors, il reste 2-3 économiques minutes. et sociaux. On termine avec ça. Voilà. Je ne veux pas vous couper la parole. Je reviens juste vers Ziad El-Henni. Aujourd'hui, le peuple tunisien, selon vous, il n'a plus confiance au parti au pouvoir. C'est fini. La confiance est partie? Oui. Oui, je suis... C'est-à-dire que si demain nous allons aux urnes, vous êtes quasiment sûr que le parti Nahda ne sera plus première ou pas? Il ne sera plus aussi fort. Donc, il a perdu beaucoup de sa légitimité. Il occupe une place importante dans l'échiquier politique national, mais quand même, il a perdu beaucoup donc, de sa force, beaucoup de sa légitimité. Les Tunisiens lui ont donné une occasion exceptionnelle. Malheureusement, je crois que cette occasion a été ratée par les dirigeants d'Al-Nahda. Je ne crois pas que la gauche aujourd'hui est prête à gouverner. Participer à un gouvernement, participer au pouvoir, oui.
Mais je crois qu'avec plus, en agrandissant son assise populaire, non seulement dans les 5 prochaines années, elle fera encore plus entendre d'elle, mais je crois dans les 5, dans les 10 années, elle aura plus que la légitimité pour gouverner, elle aura même le pouvoir de bien gouverner. Donc merci M. Zied. Je vais prendre le mot de la fin avec M. Fawzi Charfi. Alors le mot de la fin pour vous. Moi, ce que je voudrais, c'est dire aux Tunisiens que nous sommes en période de révolution, nous sommes dans une période exceptionnelle de transition. Et même si les partis au pouvoir n'ont pas compris la gravité de cette situation, il est de notre rôle d'accompagner notre pays et de le faire tous ensemble. Je voudrais rendre espoir aux Tunisiens, dire qu'il y a des dirigeants politiques qui ont bien compris le message, que ce qui s'est passé aux élections du 23 octobre ne doit pas se renouveler parce que le résultat est là. Ennahda fait partie du paysage politique tunisien et restera dans le paysage politique tunisien. Et si on veut mettre en place des règles démocratiques, il ne s'agit pas d'éliminer Ennahda. Il s'agit de proposer un projet de société conforme aux aspirations des Tunisiens, tant sur le plan social, économique, des libertés, pour ancrer notre pays, pour protéger le modèle tunisien qui est le nôtre, qui est un modèle compliqué, complexe, mais qui a été équilibré, qui a allié très bien à une question identitaire. On ne s'est jamais posé de question d'identité, mais il s'agit maintenant d'améliorer, de changer de type d'économie, de garder notre Tunisie dans la modernité et de nous ouvrir sur l'avenir. Je pense que vous êtes d'accord avec les propos de M. Fawzi Charfi. Merci. Deux derniers mots. Allez-y alors, deux derniers mots. L'espoir et la détermination. Voilà, l'espoir et la détermination, M. Zied, c'est ça? Vive la Tunisie. Vive la Tunisie. Voilà, donc M. Fawzi Charfi, membre du bureau exécutif du parti Le Massal, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Un débat d'espoir alors ce soir. Espoir, volonté et détermination, comme l'a dit Mohamed. Je pique. Vous piquez. Merci, M. Zied El-Heni, journaliste et membre du bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens. C'est moi qui vous suis reconnaissant pour votre invitation. Merci beaucoup. Et bien sûr, M. Mohamed Mzen, membre de la direction nationale du Parti des travailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est la fin de ce numéro de Débat News sur Tonosna TV. Bonne fin de soirée. On se retrouve lundi prochain à la même heure à 20h15. Bonne fin de soirée. Au revoir.